Bonjour à tous. Si vous le voulez bien, nous allons continuer notre présentation sur la navigation avec les balises NDB et nous allons aborder la partie consacrée au vent. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser au vent de manière un peu plus générale. Alors, cette partie très longue du tutoriel, elle est vraiment destinée aux débutants qui n'ont pas de notion sur le vent et la dérive. Pour les gens qui naviguent depuis déjà un certain temps, ces questions-là doivent être connues. Donc cette partie du tutoriel ne vous apprendra strictement rien. Voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà passer à la partie suivante qui va être beaucoup plus courte et assez simple, et où il y aura un petit exemple avec un vol. Voilà. Cette partie par contre intéressera les gens qui débutent ou qui ne sont vraiment pas à l'aise avec le vent. Pour le reste, aux autres, ça n'apprendra strictement rien, donc je vais chapitrer cette vidéo de manière à vous permettre de sauter cette partie qui ne présentera pas d'intérêt pour les gens un peu plus aguerris. Alors, pour revenir au vent, eh bien, en vol réel, comme en simulation, dès lors que vous vous mettez en météo réel, vous aurez du vent. C'est assez rare de voler sans vent. Alors, en simulation, bien sûr, cette météo, on peut la modifier. On peut la modifier comme on veut. Si jamais la météo réelle vous pose problème, vous pouvez tout à fait modifier le vent, sa vitesse, sa direction. Vous pouvez également modifier tous les autres paramètres météo. Et c'est ce qu'on avait fait dans le vol précédent pour nous affranchir des contraintes de la dérive. Mais ce n'était pas très réaliste. Alors il faut savoir que quand vous naviguez, quelle que soit la technique utilisée, que vous voliez en VFR, en IFR, avec des balises avec du GPS, le vent influera à la fois votre cap et votre temps de vol. Ce qu'on va aborder dans ce tutoriel, c'est la partie consacrée à la dérive. Alors ce n'est pas spécifique aux balises NDB, ça s'applique à toutes les techniques de vol, à toutes les conditions de vol. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. Le vent, c'est un élément fluide, très variable. Il peut changer au cours du vol. Il peut changer d'un point à un autre au cours de votre plan de vol. En fonction de l'endroit où vous vous trouvez, le vent peut être différent. Il peut changer également en fonction du niveau de vol. Si vous volez à 3000 pieds ou si vous volez à 15 000 pieds, vous risquez de rencontrer des couches de vent avec des comportements très différents. Donc ça, il faut en tenir compte également. Alors, dans l'hypothèse où il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, c'est extrêmement simple. Sur notre schéma ici, vous avez le nord magnétique qui est représenté en rouge et vous avez un cap ici au 0,30 qui figure sur notre directionnel. Et dans ce cas particulier, quand il n'y a pas de vent, le cap magnétique qui est indiqué par votre directionnel est confondu avec le track, c'est-à-dire la route que vous allez réellement parcourir. Dans ce cas, la dérive est nulle. Quand il y a du vent, ce qui est le cas le plus fréquent, les choses évidemment vont être plus compliquées. Alors le vent, il est caractérisé par deux paramètres, la direction et la force, autrement dit la vitesse. La direction du vent, elle est indiquée en fonction de sa provenance. Alors, ça peut s'exprimer en degrés, comme un cap, ou par secteur, sud-est, nord-ouest par exemple. La direction du vent, elle est indiquée en fonction de sa provenance. C'est-à-dire quand on dit que le vent est au nord, ça veut dire qu'il souffle du nord vers le sud. Quand on dit que le vent est du nord-ouest, c'est-à-dire qu'il souffle du nord-ouest vers le sud-est. Quand on vous dit que le vent il souffle du 0,30 et qu'il est au 0,30, c'est-à-dire qu'il vole du 0,30 vers le 210. Il faut bien le comprendre comme ça. Si on dit le vent est à gauche, en gros, ça veut dire qu'il vient de la gauche et qu'il souffle vers la droite. La vitesse du vent, dans la plupart des bulletins de météo, en aéronautique en tout cas, il est exprimé en nœuds. Alors attention, parce que parfois si vous allez vous intéresser à de la météo qui n'est pas forcément spécifiquement de la météo aéronautique, vous risquez de tomber sur des km/h par exemple. Donc il faut faire attention aux unités. En présence de vent, vous voyez qu'on a refait le schéma précédent en fait, mais avec le vent, vous voyez que ce que vous indique le directionnel, c'est la même chose que précédemment. Vous voyez également que là où pointe le nez de votre appareil, c'est la même chose. Il pointe toujours au 0,30. Ce que vous indique ici le directionnel, c'est la ligne de fois, c'est là où pointe le nez de votre appareil.
Le vent ici vient de la gauche et il nous dévie vers la droite, il nous fait dériver vers la droite. Vous voyez que par contre, le track ici s'établit à droite du cap. Vous avez un angle que j'ai noté D, qui est l'écart angulaire entre le cap indiqué sur le directionnel et la route réellement parcourue. Eh bien, cet angle D, c'est la dérive. D'accord ? Donc, la direction vers où pointe le nez de l'avion, ce n'est pas la direction vers où vous volez. On dit toujours que l'avion vole en crabe. D'où notre bestiole. L'avion vole en crabe, il vole de travers. Il regarde dans un sens, mais il vole dans une autre direction. Je vous ai mis une autre diapositive qui résume les deux situations, avec vent et sans vent, pour que ça soit bien clair. Ce sont vraiment des notions assez simples, mais il peut y avoir des confusions. Il faut que ça soit vraiment très clair dans l'esprit des gens qui débutent. Vous avez ici, donc, en absence de vent, le track ici, enfin le cap plutôt, qui est plein nord, qui correspondra à la route suivie. Cap et track sont confondus. Avec du vent, vous voyez que le cap ici est toujours au nord. Le nez de l'avion regarde vers le nord, mais la course réelle de l'avion, l'avion va voler dans cette direction. Et donc l'écart entre les deux, c'est la dérive. Montré sur un schéma un peu différent, vous voyez que notre avion ici il est représenté à différents temps du vol. Eh bien, vous voyez qu'il vole vraiment de travers. Il regarde ici vers ce cap, à gauche, et il vole ici, suivant cet axe vertical. Et vous voyez que là, on voit bien qu'il est comme ça de travers. Et en permanence, il va regarder ici, à gauche, et le directionnel nous montrera ce cap-là. Alors que la route s'établit ici, sur cette verticale. En pratique, comment savoir si on dérive ? Ça va dépendre de votre situation en vol. Alors il faut savoir que si vous n'avez pas de repère, par exemple quand vous êtes au milieu de l'océan, si vous n'avez pas d'informations sur le vent, sur la météo, et que vous n'avez qu'un directionnel ou qu'un compas magnétique pour vous orienter, c'est pratiquement impossible de savoir si vous dérivez. En VFR, vous pouvez vous aider de repères au sol. Si vous avez défini un plan de vol avec des repères à survoler, vous pouvez constater qu'il y aura un écart entre l'endroit où vous vous trouvez et les repères que vous étiez censé survoler. Ça va vous donner une indication sur le sens de la dérive, et si vous vous reportez sur une carte, éventuellement à l'écart, donc à l'angle de la dérive. En vol aux instruments, si vous volez au GPS, c'est assez simple, puisque le GPS vous fournit votre position en temps réel. Donc vous pourrez voir le track de l'avion et son écart par rapport au plan de vol entré dans le GPS. Donc là, vous aurez une indication sur la dérive. De la même manière, le GPS vous indique le track, et vous avez un cap, qui est le track, qui est votre track, et qui doit être normalement différent du cap indiqué par le directionnel. L'écart entre les deux, logiquement, devrait vous donner la dérive. C'est un petit moyen également, quand vous avez le GPS, de vous y retrouver. Si vous volez maintenant toujours en IFR, mais avec des balises VOR, si vous suivez une radiale, eh bien, si vous voyez que l'aiguille du récepteur VOR dérive à gauche ou à droite, ça vous indiquera également une dérive. Si l'aiguille dérive à gauche, c'est que vous dérivez à droite. Si l'aiguille dérive à droite, c'est que vous dérivez vers la gauche. Voilà. Avec les balises NDB, c'est un petit peu le même principe. Si l'aiguille reste centrée, reste immobile, c'est que vous ne dérivez pas. Si l'aiguille se décale à gauche ou à droite au fur et à mesure du vol, c'est que vous dérivez dans la direction opposée à celle de l'aiguille. Donc pareil, si l'aiguille dérive à gauche, vous dérivez à droite. Si l'aiguille dévie à droite, c'est que vous dérivez vers la gauche. Et donc il faudra corriger dans le sens de la déviation de l'aiguille. Il faudra suivre la pointe de l'aiguille. Maintenant, on va dire un petit mot sur le pilote automatique. On pourrait imaginer, notamment quand on débute, qu'il suffit d'enclencher le pilote automatique pour régler tous ces problèmes de dérive. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Alors, quand vous volez en mode heading, et que vous fixez un cap, par exemple 0,30, votre pilote automatique va suivre ce cap. C'est-à-dire qu'il va maintenir le nez de l'appareil au 0,30. Mais on a vu que le cap et le track sont deux choses différentes dès lors qu'il y a du vent. Donc le pilote automatique, dans ce cas-là, il fera le même travail que le pilote qui garderait, en fait, au manche, qui garderait ce cap.
ça n'empêche pas la dérive et ça ne la compense pas. Donc le pilote automatique en mode heading ne corrige pas la dérive. Vous allez dériver à gauche ou à droite. En revanche, si vous naviguez avec le pilote automatique enclenché en mode nav et que vous volez soit avec des balises VOR, soit avec le GPS, alors dans ce cas particulier, et là c'est différent, le pilote automatique pourra compenser la dérive. Dans un cas, si vous volez avec un VOR, il vous maintiendra sur la radiale que vous avez choisie. Si vous naviguez avec un GPS, avec un plan de vol entré dans la mémoire du GPS, il vous maintiendra sur le tracé de ce plan de vol, sans intervention de votre part. Le cas qui nous intéresse, les balises NDB, et bien là malheureusement il faudra déterminer vous-même la correction manuellement. Et oui, c'est pas de veine. Mais là il va falloir mettre un peu d'huile de coude et un peu de matière grise aussi. Alors, pour compenser la dérive, comment est-ce qu'on s'y prend? Théoriquement, c'est très simple. Il faudra compenser de la valeur de la dérive, mais en sens opposé. Donc, si vous dérivez à gauche, il faudra compenser à droite. Si vous dérivez à droite, il faudra compenser à gauche. On dit que la correction s'effectuera toujours face au vent. Ça, c'est une règle qu'il faut connaître. En schéma, avec des images. Plus facile peut-être à comprendre. Vous voyez qu'avant correction, on a notre cap qui est établi ici plein nord, et vous voyez qu'on a un track ici qui part au 0,15. On a une dérive de 15 degrés sur la droite. C'est normal, le vent vient de la gauche, et il nous pousse vers la droite. Après correction, donc on va corriger ici de 15 degrés donc vers la gauche. Donc on a ici l'angle de correction au vent, Wind Correction Angle, moins 15 degrés. Et vous voyez que nous allons voler ici sur cette route plein nord avec un avion qui regarde au 345. Le 345, ce sera le cap que vous aurez sur le directionnel. Et là, vous allez voler ici correctement. Alors, plus compliqué, c'est comment déterminer cette dérive. Alors, on peut la déterminer par le calcul. Pour ça, il nous faut certaines informations pour ce calcul. Il nous faut certains paramètres. La vitesse du vent, la direction du vent, ça paraît logique, le cap de l'avion, ça nous paraît aussi assez logique, et ce qu'on appelle la vitesse propre de l'avion. Ça, c'est peut-être un peu moins évident pour des débutants. C'est quatre éléments qui sont indispensables pour pouvoir calculer cette dérive. Alors, la vitesse et la direction du vent, ça pose généralement pas de trop gros problèmes. Vous pouvez la déterminer, la connaître à partir de bulletins météorologiques ou de prévisions météorologiques. Alors vous avez des sites comme SkyVector, Ventusky, Windy qui peuvent vous donner ces informations, alors notamment en fonction du niveau de vol. Attention à ne pas tomber dans ce piège. Beaucoup de bulletins météo vont vous donner le vent au niveau du sol ou à une altitude assez faible, à quelques mètres de hauteur. Il est bien évident que quand vous volez à 5000 pieds, à 10 000 pieds, à 30 000 pieds, ce ne sont pas du tout les conditions que vous avez en surface. Donc il faudra trouver un bulletin, des informations météo qui vous donnent des informations en fonction des différents niveaux de vol, en fonction de l'altitude où vous allez voler. Vous pouvez également trouver ça dans votre simulateur. Le simulateur, normalement, vous indique la météo que vous allez rencontrer. Ça peut vous donner cette information. Le cap de l'avion, maintenant, il est déterminé en fonction de votre segment du plan de vol. Donc ça, le cap de l'avion, en général, on le connaît également, ce n'est pas un problème. La vitesse propre. Alors la vitesse propre, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre et à définir. La vitesse propre, on pourra la confondre avec ce qu'on appelle la vitesse vraie, ou la True Airspeed, TAS. Alors, ça ne nous dit pas plus que ce que c'est, mais on va définir ça un peu plus précisément. La TAS, la True Airspeed, c'est la vitesse vraie, c'est la vitesse indiquée, l'IAS, c'est celle que vous lisez sur le badin en fait, qui est corrigée de la pression et de la température. Alors cette définition ne va pas forcément beaucoup vous éclairer, parce qu'on ne voit pas forcément le rapport entre une vitesse, la pression et la température. Ça paraît pas évident comme ça, comme dans l'explication, c'est assez curieux. Alors en fait, l'explication, évidemment, je vais vous la donner. Alors je vous rappelle quand même que j'ai fait une vidéo assez complète sur les vitesses en aéronautique, qui est un petit peu ancienne maintenant, elle a quelques années, mais enfin elle reste tout à fait d'actualité. Je vous invite à aller la découvrir.
Pour les débutants, il faut vraiment savoir, il faut savoir jongler avec ces différentes notions. Là, je vais vous les détailler assez rapidement, mais de manière suffisante pour que vous puissiez quand même comprendre mon exposé. La vitesse indiquée, donc celle du badin, celle que vous lisez à l'aiguille, elle est obtenue grâce à ce qu'on appelle la sonde Pitot et à une prise d'air statique, alors, qui sont des prises d'air qui sont situées à l'extérieur de l'avion. Alors le tube Pitot, la sonde Pitot, c'est un tuyau qui est relié à un manomètre qui mesure la pression dynamique exercée par le vent relatif. Alors ça c'est bien dit, mais souvent on ne comprend pas ce que ça veut dire. On va prendre un exemple simple pour comprendre ça. Si vous faites du vélo, vous êtes à vélo, vous êtes immobile, vous êtes à l'arrêt. L'air autour de vous est calme, il n'y a pas de vent. Vous pédalez à 10 km/h. Vous allez sentir le vent. Ce n'est pas le vent que vous sentez, en fait c'est l'air, c'est vous qui vous déplacez dans une masse d'air immobile. Donc c'est comme si le vent soufflait à 10 km/h par exemple. Si vous pédalez à 10 km/h, vous allez sentir comme si le vent se déplaçait à 10 km/h. C'est ce qu'on appelle le vent relatif. D'accord ? Si maintenant vous prenez une descente, vous prenez de la vitesse et que vous êtes à 30 km/h, ce vent relatif, il va être de 30 km/h. Encore une fois, ce n'est pas l'air qui se déplace, c'est vous qui vous déplacez par rapport à l'air. Ce qui revient au même. Vous sentez bien que quand vous allez plus vite, vous sentez une pression de l'air qui est plus forte. Il y a une résistance de l'air qui est plus forte. C'est ça qu'on appelle tout simplement la pression dynamique. C'est ce que va mesurer le Pitot, en fait, le tube Pitot qui est relié à un manomètre, il va mesurer cette pression. Donc plus votre appareil va voler vite, plus cette pression dynamique va augmenter et plus l'aiguille du badin va vous indiquer une vitesse élevée. Mais vous comprenez bien que pour passer d'une pression à une vitesse, il faut faire un calcul, il faut faire une conversion. Donc il y a un calculateur qui va faire ça. Pour faire ça, il utilise une atmosphère type, un modèle atmosphérique qu'on appelle le modèle ISA, pour International Standard Atmosphere. C'est l'atmosphère standard internationale. Alors on l'a définie avec un certain nombre de critères, à savoir qu'au niveau de la mer, à l'altitude 0, vous avez une température de 15 degrés Celsius et que vous avez une pression de 1013,25 hectopascales. Dans ce modèle ISA, on considère que la pression et la température vont diminuer en fonction de l'altitude, selon un gradient qui est fixé. Alors on nous explique que quand on monte, la pression va diminuer et qu'il faudra donc corriger la vitesse indiquée de cette pression. Alors pourquoi ? C'est-à-dire que si vous volez par exemple à 100 nœuds au niveau de la mer, le tube Pitot va enregistrer une certaine pression dynamique. Maintenant, si vous volez par exemple à 10 000 pieds, toujours à 100 nœuds, la pression à 10 000 pieds est beaucoup plus faible qu'au niveau de la mer. Donc cette pression dynamique qui va être enregistrée, qui va être mesurée, elle sera beaucoup plus faible. Donc le badin, lui, il ne va pas faire la conversion, il va vous indiquer une vitesse beaucoup plus faible. La pression, la baisse, la diminution de la pression va tromper vos instruments. Il va donc sous-estimer votre vitesse réelle. C'est pour ça qu'on fait une différence entre la vitesse indiquée et la vitesse réelle. Plus vous montez, plus la pression va baisser, plus la pression dynamique enregistrée par la sonde Pitot sera faible, et plus votre vitesse sera sous-estimée par rapport à la vitesse réelle. Et donc, il faudra faire une conversion pour compenser cet effet-là. Alors, on considère qu'il faut corriger de 1% votre vitesse tous les 600 pieds d'altitude. Dès que vous montez de 600 pieds, vous pouvez rajouter 1% à la vitesse qui est indiquée sur le badin. Pour la température, c'est la même chose. Quand l'air se refroidit, il se condense, il est plus dense, donc ça influencera la pression dynamique. Au contraire, quand il fait plus chaud, il se dilate, et donc la pression dynamique enregistrée sera plus faible. Et donc la vitesse sera sous-estimée. Et là, on considère qu'il faudra corriger de 1% tous les 5 degrés d'écart par rapport à ce que prédit le modèle ISA. Je vous rappelle qu'en atmosphère standard, on perd 2 degrés tous les 1000 pieds. Alors, vous trouverez cette phrase souvent, plus haut, plus chaud, plus vite. Ça veut dire que plus vous montez et plus il faut corriger à la hausse votre vitesse, et plus la température constatée par la sonde extérieure de votre avion est chaude et élevée par rapport à ce que prévoit le modèle ISA, et plus il faudra également corriger à la hausse votre vitesse. A l'inverse, si la température est plus basse que ce qui est prédit par le modèle ISA,
il faudra retrancher la correction. Plus haut, plus chaud, plus vite. Alors, pour faire ces calculs, on peut utiliser tout un tas de méthodes. Il y a des feuilles de calcul Excel avec des formules, vous avez des règles à calculer qu'on appelle des computers de vol, vous avez des sites comme 6BX qui vous font ces calculs, vous avez le calcul mental, vous pouvez vous entraîner, donc il y a plein de méthodes différentes. On va donner deux exemples assez simples. Vous volez à 6000 pieds, la température extérieure elle est de 0 degré et la vitesse indiquée sur le badin elle est de 120 nœuds. Quelle est la vitesse propre? C'est assez simple en fait. Vous voyez qu'on corrige de 1% tous les 600 pieds, donc on va faire 6000, notre altitude divisé par 600, ça fait 10. Il faudra donc corriger de 10% notre vitesse, 10% de plus. En ce qui concerne la température, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut déjà définir la température prévue par le modèle ISA. Le modèle ISA, il nous dit quoi? Il nous dit 15 degrés au niveau de la mer, et il nous dit qu'on perd 2 degrés tous les 1000 pieds. Donc là, on est à 6000 pieds. Donc on a perdu 6 fois 2 degrés, soit 12 degrés. Donc la température prévue à 6000 pieds, elle devrait être de 15 degrés moins 12, c'est-à-dire plus 3. Bon, vous voyez que là, nous, la mesure enregistrée par la sonde extérieure, elle est de 0 degré. Elle est plus basse, de 3 degrés. Donc on dit qu'on est dans les conditions ISA moins 3. On se souvient qu'il faut corriger de 1% par tranche de 5 degrés. Alors là, on n'a pas tout à fait 5 degrés, mais on va prendre 1% quand même. Et ces 1%, comme c'est plus froid, il faudra les retrancher. D'accord? Plus haut, plus chaud, plus vite. Là, en l'occurrence, c'est plus froid, donc ce sera moins vite. Il faut retrancher 1% à notre vitesse. Donc, on corrige de quoi? De 10% pour la pression, de moins 1% pour la température. 10 moins 1, il faudra rajouter donc 9% à 120 nœuds, c'est-à-dire environ 11 nœuds. Donc, on aura une vitesse de 131 nœuds, une vitesse propre de 121 nœuds. On va prendre un autre exemple, 15 000 pieds. Moins 10 de température extérieure, notre vitesse ici 210 nœuds, notre vitesse indiquée. Alors là c'est pareil, on fait 15 000 divisé par 600, ça se fait de tête, ça fait 25. Avec les fractions, ça fait 25. Donc il faudra corriger de 25% notre vitesse. Pour la température, le modèle ISA, il nous prévoit donc 2 degrés tous les 1000 pieds en moins. Donc 2 x 15, 30 degrés. 15 degrés au niveau de la mer, moins 30, ça fait une température de moins 15, qu'on devrait rencontrer ici à 15 000 pieds. Nous, on rencontre moins 10. On est plus chaud de 5 degrés. Donc là, il va falloir rajouter 1% de correction à notre vitesse. Donc on corrige de 25% pour la pression, de 1% pour la température. Il faudra donc ajouter 26% à notre vitesse, ce qui fait donc 210 plus 26% de 210, ça fait environ 265 nœuds. Vous pouvez vous amuser à faire des calculs comme ça, et après à les comparer éventuellement à ce que vous trouvez avec des calculateurs. La précision dans tout ça, on s'en fout. Alors tous les calculs qu'on va faire manqueront de précision. On fait beaucoup d'arrondis, que ce soit du calcul mental ou même du calcul plus détaillé. C'est inutile de vous encombrer avec des décimales après la virgule, avec plein de décimales. Vous pouvez faire des arrondis vraiment très approximatifs. De toute façon, nous ne sommes pas sur c'est pas une science exacte. Corriger une dérive, c'est souvent très approximatif et vous verrez qu'en pratique, il faudra souvent affiner in situ, quand vous êtes en vol, il faudra affiner ce que vous avez pu calculer parce que ça tombera pas juste. Vous aurez quand même un petit peu de dérive, la dérive ne sera pas complètement corrigée. Donc n'allez pas me laisser des messages en me disant « Ah mais moi j'ai calculé un truc et puis je trouve pas le même résultat parce que je suis allé sur un site où j'ai fait une formule, une autre formule, je sais pas quoi, je trouve pas tout à fait le même résultat. » C'est un ordre de grandeur. Si ici vous trouvez une différence de je sais pas, 2 ou 3 nœuds sur une vitesse comme ça, 3 nœuds d'écart, c'est 1% d'erreur. D'accord? C'est que dalle. 1% d'erreur sur un angle de 5 degrés, par exemple. Si vous avez 5 degrés de correction, si vous faites 1% sur 5 degrés, ça fait 0,05 degrés d'erreur. C'est minable, c'est rien du tout. D'accord? Donc, allez pas vous embêter avec ça. La précision, ici, on laisse de côté. Alors, l'influence du vent. Deux schémas ici qui vous montrent que le vent, quand il est... deux situations extrêmes, le vent de face ici, vous voyez,
parallèle, vous voyez qu'il n'a aucune influence sur votre dérive. Ça va influencer votre temps de vol, qu'il arrive ici par devant ou par derrière, hein, ça va influencer votre temps de vol, mais ça ne modifiera pas votre track ou votre cap. Ici, c'est comme si, c'est une dérive nulle, c'est comme s'il n'y avait pas de vent. En tout cas, en ce qui concerne la dérive. Si le vent, ici, autre situation extrême, arrive exactement à 90 degrés, hein, est perpendiculaire à votre cap, alors vous aurez la dérive maximale. C'est là que le vent vous fera le plus dévier. Il sera par contre sans effet sur votre temps de vol, mais maximal sur la dérive. Hein. Donc quand le vent est parallèle au cap magnétique de l'avion, aucune influence sur le cap suivi, mais ça a un effet sur le temps de vol, effet maximal, mais le temps de vol ici, on ne s'en préoccupe pas. Si le vent est perpendiculaire au cap magnétique, alors ça aura une influence maximum sur le cap suivi. C'est ce qu'on appelle hein, la dérive maximale. Ça introduit plusieurs notions importantes, les différentes composantes du vent, la dérive maximale, l'angle au vent et la vitesse au sol. Alors la vitesse sol, alors je peux dire un petit mot peut-être sur les différentes composantes du vent. Hein. Le vent il a une composante, hein, on le voit ici, qui peut être ce qu'on appelle le vent effectif. Il va avoir une composante ici de face, qui va jouer sur votre temps de vol. Et il a une composante ici traversière, qui va vous prendre sur le côté, qui va influencer votre cap, et donc votre track, la route suivie. D'accord, c'est toujours la combinaison. Alors là, évidemment, j'ai pris deux situations extrêmes, mais quand le vent arrive ici de travers, et ben, il a une composante de face, donc ce qu'on appelle le vent effectif, et il a une composante traversière qu'on appelle le vent traversier. C'est bien sûr cette composante traversière qui va nous intéresser. La vitesse sol, je vous l'explique rapidement hein, sur deux diapos. Vous voyez que vous avez ici un appareil qui se déplace à 200 nœuds en vitesse propre au sein de la masse d'air qui l'entoure. Hein, c'est une vitesse par rapport à l'air, la vitesse propre. Le vent, lui, se déplace à 10 nœuds par rapport au sol. Hein, il se déplace à 10 nœuds, vous avez 10 nœuds de vent. Et vous voyez que l'avion et le vent se déplacent dans le même sens. Et bien dans ce cas, un observateur placé au sol vous verra passer à 210 nœuds. Hein, c'est l'addition des deux vitesses. Dans le cas suivant, l'avion se déplace ici à 200 nœuds dans la masse d'air, mais cette masse d'air se déplace de 10 nœuds par rapport au sol. Et bien là, l'observateur placé au sol vous verra passer à 200 moins 10 nœuds à 190 nœuds. C'est votre vitesse sol. Hein. La vitesse sol, c'est la vitesse propre, en fait corrigée de l'effet du vent. Donc on a vu les différentes vitesses. Hein. La vitesse indiquée qui est celle qui est lue sur le badin et qui est déterminée grâce au tube pitot, hein, et qui est calculée donc à partir de la pression dynamique exercée par le vent relatif. La vitesse vraie qui est la vitesse indiquée corrigée de la pression et de la température, c'est toujours une vitesse R. La vitesse propre, qui est la composante horizontale de la vitesse vraie, et en pratique, on confondra les deux. Pour plus de détails, je vous renvoie à mon tutoriel sur les vitesses en aéronautique. La vitesse sol ou ground speed, c'est la vitesse de l'avion par rapport au sol. C'est la vitesse propre corrigée de l'effet du vent effectif. Les trois premières vitesses sont des vitesses données par rapport à l'air, hein, ce sont des vitesses R. La vitesse sol, elle est donnée par rapport au sol. C'est aussi cette vitesse sol qui est donnée, indiquée par le GPS. Ensuite, je vais vous montrer une petite construction qu'on appelle le triangle des vitesses, que vous retrouverez un peu partout. Voilà, la vitesse propre hein, en vert. Donc, pour faire simple, voilà, on a le nord. Hein, vous partez d'un point ici, vous calculez avec votre vitesse propre que vous devriez, au bout d'un instant T, vous retrouver ici sur la pointe de la flèche. En vérité, vous allez vous retrouver ici. Pourquoi? Parce que vous avez eu du vent qui vous a fait dériver et qui vous a également retardé. À la place d'être là, vous vous retrouvez là. Et ça, c'est l'effet du vent. Voilà. Et on construit donc ce qu'on appelle le triangle des vitesses. Tout simplement. On peut compléter ce schéma ici avec l'angle au vent. Vous voyez que l'angle au vent, hein, c'est l'angle formé entre la direction du vent et ici votre route, hein, la route, le track, hein, la route suivie. Hein, l'angle au vent, donc c'est l'angle formé entre la route et la direction du vent. C'est un angle aigu. Voilà. Pour vous aider à
à le visualiser, hein, vous pouvez le représenter sur un directionnel. Vous voyez que là, on vole au 0,30. On veut virer ici au cap 330 et on s'interroge sur l'angle au vent, hein, sur quelle sera l'influence du vent sur notre trajectoire. Eh bien, si le vent vient du nord, on peut se le représenter ici sur le directionnel. Vous voyez que cet angle sera, il suffit de lire, hein, il sera de 30 degrés. Si jamais le vent venait ici du sud et soufflait vers le nord, alors on n'aurait pas pris cet angle-là qui est supérieur à 90 degrés. Hein, on prend l'angle aigu, donc on prend l'angle complémentaire. Ce sera toujours 30 degrés. Que le vent vienne du nord ou du sud, ici si on vole au 330, ce sera toujours 30 degrés. Le calcul, enfin, il serait temps. Alors en fait il est assez simple le calcul, mais il fallait expliquer tout ça pour bien sûr vous expliquer chaque terme du calcul, et encore j'ai pas fini. On va calculer dans un premier temps la dérive maximale. Alors, je vous rappelle que la dérive maximale, c'est ce qui se passe quand le vent vous tape perpendiculairement. Alors la dérive maximale, elle est égale au facteur de base par la vitesse du vent, et on va expliciter ça. Et la dérive proprement dite, ce sera égal à la dérive maximale que nous venons de calculer par le sinus de l'angle au vent. Une petite diapo sur le facteur de base. Le facteur de base, c'est une grandeur extrêmement importante. Si vous débutez, il faut absolument maîtriser ça. Il faut absolument connaître ce que c'est. Le facteur de base, c'est très simple. C'est 60 divisé par la vitesse propre. Ça représente la durée que vous allez mettre pour voler une unité de distance. Cette unité de distance, elle va dépendre de l'unité de la vitesse. Pour faire plus clair, si vous volez par exemple à 120 nœuds en vitesse propre, votre facteur de base il est de 60 sur 120, il est de 1,5, 0,5. Ça veut dire que vous allez mettre une demi-minute ou 30 secondes pour voler un nautique, parce que votre vitesse elle est exprimée ici en nœuds, et les nœuds ce sont des nautiques par heure. Si votre vitesse elle est exprimée en km/h, ici vous voyez qu'on mettra 24 secondes pour voler 1 km. Plus la vitesse est grande, plus le facteur de base est petit. C'est une grandeur également très utile à calculer pour connaître le temps que vous allez mettre pour parcourir une distance. Quand vous parcourez une distance d, si vous connaissez votre facteur de base, vous en déduisez le temps que vous allez mettre pour parcourir cette distance. Par exemple, alors c'est très utile en calcul mental quand vous calculez avec des fractions. Ça se fait très rapidement. Si par exemple on vous dit que vous volez à 180 nœuds et que vous allez parcourir 75 nautiques, combien de temps vous allez mettre pour parcourir ces 75 nautiques? Présenté comme ça paraît difficile à faire de tête. Et pourtant, vous faites 60 divisé par 180 pour connaître votre facteur de base, ça fait un tiers, tout simplement. Et un tiers que multiplie 75, le facteur de base que multiplie la distance, ça fait 75 divisé par 3, ça fait 25 minutes. Vous allez mettre 25 minutes pour parcourir 75 nautiques à 180 nœuds. Ça se fait très rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. Et qu'on utilise d'ailleurs dans de nombreux calculs. Je vous montre la méthode des tiers arrondis. Alors, on peut, vous avez vu que pour calculer ici cette dérive, il faut passer par les sinus de l'angle au vent. Ça peut se calculer de tête, il y a des méthodes pour le faire. C'est pas forcément évident. Surtout, c'est difficile à retenir. C'est pas très compliqué, mais en fait, c'est difficile à retenir. Quand on n'utilise pas ces informations, ces choses-là couramment, on les oublie très vite. Alors, il y a une méthode qui est plus approximative, c'est vrai, mais qui par contre est plus facile à retenir parce qu'elle est logique et elle vous sortira souvent d'embarras. C'est la méthode des tiers arrondis. Alors vous voyez que on fait une espèce de roue de charrette comme ça, et on va placer notre appareil au centre de cette roue. On va diviser l'espace aérien en 4 cadrans, et chaque cadran est divisé en 3 secteurs d'un tiers chacun, de 0 à 30, de 30 à 60 et de 60 à 90 degrés. On fait ça pour chaque secteur, pour chaque cadran. Si jamais votre angle au vent il est compris ici entre 0 et 30 degrés, on appliquera un tiers de la dérive maximale. Si votre angle au vent est compris entre 30 et 60 degrés, on appliquera 2 tiers de la dérive maximale. Si votre angle au vent est compris entre 60 et 90 degrés, on appliquera la totalité de la dérive maximale.
Et ce sera idem pour les autres secteurs, hein. Ici 3 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 3 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Quand on a compris ça, on s'en sort généralement de tête assez bien. Avec l'habitude et avec un peu d'intuition, hein, vous parviendrez à affiner cette estimation. Alors, notamment quand les dérives sont importantes. Alors c'est vrai que si vous avez une dérive max de 3 degrés, bon, ça fait 1, 2, 3. Hein, là, il n'y a pas trop le choix. Mais si par exemple vous avez une dérive de 12 degrés, hein, c'est des valeurs qu'on peut rencontrer, bah, vous ferez 4, 8 et 12. Mais si par exemple vous avez une dérive ici, je sais pas, à 0,40, un angle au vent qui est à 0,45, bah, théoriquement vous devrez être à 8 degrés, mais vous voyez que vous êtes au milieu en fait de ce secteur. Vous prendrez, plutôt que de prendre 8, vous prendrez plutôt 6. Hein, vous vous affinerez comme ça. De même que ici, si par exemple vous avez un angle au vent de 5 degrés, alors théoriquement il faudrait prendre 4 degrés, hein, puisqu'on est dans le secteur là, il faudrait prendre 4 degrés de correction. Mais vous voyez que si on a un angle au vent de 5 degrés, c'est très faible. On prendra une correction vraisemblablement nulle, ou peut-être autour de 1 degré, mais pas plus. On ne prendra pas 4, parce que 4, ça risque d'être excessif. Hein. Donc voilà. Mais ça, après, c'est avec l'habitude. Vous développerez un petit peu une certaine intuition. Hein, c'est un peu du pifomètre, mais ça marche plutôt bien. En général, à plus ou moins 1 degré, on retombe sur nos pieds par rapport au calcul. Hein. Quand vous faites vraiment le calcul littéral, vous retombez à peu près sur les mêmes valeurs. Une erreur d'1 degré, hein, sur une correction de 8 ou 9 degrés, c'est négligeable. On peut, encore une fois, hein, la précision, on s'en fiche. Alors, ici, hein, c'est peut-être là qu'on va raccrocher tout le monde. Maintenant que les débutants ont pu se familiariser avec la notion de dérive et la notion de calcul de cette dérive, on va maintenant attaquer, hein, le problème proprement dit. On va rentrer dans le vif du sujet. Dans l'avion, qu'est-ce qui se passe? Alors vous voyez qu'à un instant T, on est dans cette situation-là. On vole au 0,30, hein, c'est ce que nous indique le bannin, et on est arrivé ici à centrer notre aiguille. Donc le nez de notre avion pointe vers la balise. Donc on peut légitimement imaginer qu'en maintenant ce cap, on va aller directement sur notre balise, sur le QDM 0,30. À un instant T plus dt, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on se retrouve ici. Vous voyez, on était là, hein, on se retrouve là, et en fait, on va passer à côté de la balise. Hein, et on va passer à côté de la balise, donc on voit ici que l'aiguille a dérivé vers la droite de 10 degrés. Tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'on a de la dérive. Hein, vous voyez que l'aiguille n'est pas restée centrée, cette aiguille dérive, ce qui est normal, hein, et ça veut dire que bien que notre avion ici, vous voyez, pointe toujours au QDM 0,30, hein, pointe toujours au 0,30, notre route, elle s'est établie au 0,20. Le vent ici qui vient de la droite nous a poussé vers la gauche. Et donc, il va falloir chercher à compenser tout de suite, en fait, hein, d'emblée cette dérive de manière à rester ici sur ce QDM. Donc on va voler de travers, mais en restant sur ce QDM. Donc, puisqu'on a une dérive de 10 degrés à gauche, il va falloir compenser de 10 degrés à droite. Donc notre cap ici qui a été établi au 0,30, on va lui rajouter 10 degrés à droite. On va donc le mettre ici, mettre le nez de notre appareil au 0,40. Le vent nous faisant dévier de 10 degrés environ vers la gauche, eh bien on va voler ici de travers, certes, hein, en crabe, toujours en crabe, mais on va bien voler au 0,30. Et vous voyez que, alors ça va peut-être vous troubler, hein, ce qui va se passer, c'est que votre aiguille, dès lors que vous allez corriger ici au 0,40, votre aiguille ici va dériver comme ceci. Elle va dériver de 10 degrés à gauche. Ce qui va peut-être vous laisser imaginer que vous ne volez plus vers la balise. Eh bien, en fait, si. Alors, il faut bien comprendre que cette situation-là, elle est valable à un instant T, ou elle est valable quand il n'y a pas de vent. Hein. Mais dès lors qu'il y a du vent, vous n'allez pas rester dans cette situation-là. Donc, il est tout à fait normal ici que cette aiguille dérive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que ça se traduit? Eh bien, ce qu'indique ici votre ligne de foi, hein, donc cette ligne verticale qui passe par le centre de l'instrument, c'est là où pointe le nez de votre appareil. Alors, vous voyez que là, je l'ai mis au 0,40. Hein, j'ai réglé ma rose des caps au 0,40. Votre aiguille a dérivé de 10 degrés vers la droite, vers la gauche. Ce que vous indique votre aiguille, c'est là où se trouve la balise par rapport à votre appareil. Mais évidemment, c'est 10 degrés à gauche, puisque votre appareil, vous l'avez incliné, vous avez incliné son cap de 10 degrés vers la droite.
Voyez. Donc vous avez bien ici votre ligne de foi qui pointe dans la direction du nez de l'appareil au 0,40 et vous avez bien ici l'aiguille qui pointe dans la direction de la balise au 0,30. C'est une situation tout à fait normale. Et pourtant, vous volez bien vers la balise. Là, vous volez droit vers la balise. Alors, les 8 commandements. Ah oui, ça fait pas 10. Je ne suis pas allé jusqu'à 10. Je me prends pas pour Moïse non plus. Voilà, je me suis arrêté à 8. Alors, ce sont quelques règles que je vous énumère. C'est un peu de ma composition. Vous ne les trouverez pas forcément dans les manuels de pilotage, mais enfin, je pense que c'est important de les citer, ces 8 commandements. Alors, on va commencer par le premier. Quand, à cap constant, l'aiguille du CDI dérive de sa position centrale, c'est que l'avion dérive du QDM le menant à la balise. Alors, en clair, vous voyez que ici, on vole comme ça. On vole au 0,30. On avait notre aiguille centrée. Et puis, quand on arrive, on a volé un petit peu, on voit que notre aiguille ici, elle dérive. Elle dévie, à gauche ou à droite d'ailleurs, peu importe, ça veut dire que vous avez de la dérive, ça veut dire que vous dérivez, ça veut dire qu'il y a du vent et que vous dérivez, d'accord, ça veut dire que vous ne volez plus vers la balise en l'occurrence, d'accord, plus cette aiguille ici va glisser, c'est que vous avez une dérive qui s'est installée. La dérive, elle se fait dans le sens contraire de l'aiguille, d'accord, quand l'aiguille dérive à droite, c'est que vous dérivez à gauche, quand l'aiguille dérive à gauche, c'est que vous dérivez à droite, on vérifie, mais c'est bien ce qu'on a. Alors, vous voyez qu'ici l'avion a dérivé vers la gauche et l'aiguille a bien dévié ici vers la droite. Quand l'avion dérive vers la gauche, ça veut dire que la balise se trouve à droite. Si l'avion se dérive ici vers la droite, ça veut dire que la balise est à gauche et donc l'aiguille va obliquer à gauche. Le sens de la déviation de l'aiguille, on parle toujours de la pointe de l'aiguille, du CDI, va vous donner la provenance du vent. Si l'aiguille dérive à droite, c'est que le vent vient de la droite. Si l'aiguille dérive à gauche, c'est que le vent vient de la gauche. On vérifie. Ici, vous voyez l'aiguille à la dérivée à droite, c'est que le vent vient de la droite. Et vous vous souvenez, on corrige toujours face au vent. Donc si l'aiguille dérive à droite, il faudra compenser à droite. La correction se fera toujours donc dans le sens de l'aiguille, c'est-à-dire face au vent. Donc vous suivez l'aiguille. En présence de vent et après correction, la déviation de l'aiguille elle est égale à la correction, mais en sens contraire. C'est ce qu'on a constaté ici. Vous voyez qu'on a corrigé 10 degrés à droite et l'aiguille a dévié de 10 degrés à gauche. Logique. On s'y retrouve. Si après correction, la déviation de l'aiguille reste constante, c'est que la correction compense exactement la dérive. Quand la rose du CD est réglée sur le cap, on peut lire directement le QDM sur la pointe de l'aiguille. C'est notre 3e diapo. Vous voyez que quand vous allez voler ici, vous allez regarder votre aiguille. Donc on a ici corrigé notre cap au 0,40. L'aiguille, elle pointe ici sur le 0,30. Ça veut dire que vous êtes sur le QDM 0,30. Vous voyez qu'on a pris soin ici de régler notre hausse des caps au 0,40, au cap. D'accord ? Et donc vous lisez directement le QDM sur l'aiguille. Ça va être très pratique quand on va chercher, on verra ça dans une vidéo suivante, quand on va chercher à intercepter un QDM et à voler sur un QDM. Ça va être très pratique. Et en fait, quand vous êtes établi ici, dans cette situation-là, vous allez voler un certain temps et vous allez observer cette aiguille. Si cette aiguille reste ici toujours sur le 0,30, vous avez gagné, vous avez exactement compensé la dérive et vous volez bien comme il faut. Vous avez compensé exactement la dérive. En revanche, si après correction et à cap constant, la déviation de l'aiguille diminue, donc si l'aiguille bouge, continue à bouger, c'est que la correction est insuffisante. Vous n'arrivez pas à compenser la dérive. Il faudra donc accentuer votre correction. Si ici, vous volez comme ça, et qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure de vol, vous voyez que votre aiguille, elle est plus sur le 0,30, mais qu'elle s'est rapprochée ici, qu'elle commence à se recentrer, voire même peut-être à passer de l'autre côté, c'est que votre compensation ici n'est pas suffisante. Donc il va falloir forcer votre cap un petit peu sur la droite. Il va falloir ouvrir votre cap à droite. Si après correction et à cap constant, la déviation de l'aiguille augmente, cette fois-ci, c'est que la correction est trop forte. Il faudra donc diminuer cette correction. D'accord ? Donc là aussi, vous volez et vous voyez que votre aiguille, elle est au 0,30, puis elle va ici dévier petit à petit vers la gauche. Elle va basculer, elle va glisser lentement.
eh ben, c'est que votre correction est trop forte. Donc là, on avait corrigé de plus 10, il faudra peut-être corriger, par exemple, seulement de 8 ou 7 degrés. Alors dans les corrections, essayez de corriger quand même des fois un peu franchement. Faites pas des corrections d'1 degré, ça risque de ne pas être suffisant. N'hésitez pas à corriger de 2-3 degrés. Après, si l'aiguille bouge vraiment très vite, vous pouvez corriger davantage. Vous essayez de trouver en fait une situation, il faut que l'aiguille ici soit immobile. On doit chercher vraiment à l'immobilité. Quand l'aiguille est immobile, c'est que vous volez droit vers la balise. Peu importe sa position, à vrai dire. Du moins tant qu'on ne cherche pas à intercepter un QDM en particulier. Voilà pour cette partie purement théorique. J'espère qu'elle vous aura intéressé. On va la compléter par un vol. Et vous allez voir que toutes ces données en pratique, elles s'appliquent plus ou moins et que souvent, il faudra quand même improviser pendant le vol pour pouvoir corriger exactement notre dérive. Je vous abandonne quelques secondes et je vous retrouve tout de suite à bord de notre petit Cessna pour un vol. Nous voici donc sur SkyVector pour faire notre vol, pour définir un peu les conditions de notre vol. Alors on peut afficher les barbules devant à partir ici de Layers, et vous allez cocher ceci. Ça vous affiche les barbules. Vous pouvez régler le niveau de vol avec ce curseur. Nous on va voler à 3000 pieds, donc on se met à 3002, et vous pouvez même afficher les prévisions. Donc on va prendre bien sûr les observations, on va prendre les dernières observations. Alors vous voyez que là on vous annonce un vent du sud-ouest de 35 nœuds, ce qui est quand même assez conséquent. On ne va pas voler avec un vent comme ça de 35 nœuds, parce que c'est quand même assez fort. Je suis allé sur Ventusky, donc vous voyez que là on part, alors notre vol quand même que je vous dise, que je vous le situe, on se situe ici plutôt au sud de l'Islande. Hop, 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 voilà, on est là. Un petit terrain qui s'appelle VIC. BIVI pour le code. Et on va voler vers cette balise au nom imprononçable, Victor Mike, la fréquence 375. Le code Morse, c'est point, 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 trait, trait, trait. On l'identifiera. Voilà, l'avantage de cette balise, alors on va le voir sur Little Navmap. C'est que, alors je vais effacer tout ce qu'il y a sur la carte. Voilà. Donc nous on est ici. Et vous voyez que la portée de cette balise, hop, voilà, elle est couverte donc ici au décollage. On est normalement on doit capter cette balise. Voilà. Parce que vous voyez qu'il y a une autre balise ici sur un terrain, juste au nord de notre balise actuelle, mais cette balise elle a une portée qui est plus courte. C'est plus une balise en fait qui est destinée à l'approche. Donc on va pas prendre cette balise, voilà, dont la portée est trop courte pour ma démonstration. Donc on va passer ici au sud. Le but c'est juste de voler vers la balise, on ne va pas se poser. Donc pour en revenir à ma météo, voilà, on a quand même on a un vent assez conséquent, donc on va modifier notre vent. Alors vous pouvez tout à fait aller ici dans les réglages, vous allez dans données sortantes, vous pouvez afficher ici weather, vous pouvez afficher le vent, les conditions, ça vous donnera le vent, voilà, en temps réel. Bon, ce qui est un petit peu de la triche, c'est vrai, encore que certaines avioniques performantes vous donnent le vent, ça vous donne les différentes composantes du vent. Bon là, vous voyez qu'avec notre appareil qui est un peu rudimentaire, malheureusement, on n'a pas cette indication. Voilà, on va modifier notre météo. On va aller dans configuration du vol, personnaliser, la couverte de cumulus. Alors on va le monter un petit peu. Bon, on va le mettre là. Et en ce qui concerne, bon là le cumulus fragmentant on va le laisser, et en ce qui concerne notre vent, ici, on va mettre notre couche de vent, voilà, on va la mettre autour de 3000 pieds, à peu près.
On va le garder aussi au 220 et on va se mettre une quinzaine de nœuds. Voilà. On ne va pas mettre de turbulence ni de choses comme ça. Voilà, on va se mettre comme ça. D'accord. Là, on applique les changements. Voilà, au niveau du réglage du calage altimétrique, on est bon. On va décoller comme ça. Alors, on va pouvoir faire notre calcul. Alors, si on utilise la méthode des tiers arrondis, pof, on va revenir ici. Vous voyez que notre cap, il est au 280. Donc, on va voler comme ça. Au 280, à peu près. Et le vent, il vient du 220. Donc il vient à peu près d'ici. Donc 280 et 220, ça fait un angle au vent de 60 degrés. Donc on est, vous vous souvenez que la méthode des tiers arrondis, on a 3 secteurs, de 0 à 30, de 30 à 60 et de 60 à 90. Là, on est à la limite entre deux secteurs. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On a un vent, on a dit, de 15 nœuds, je crois. J'ai un petit doute, on va aller vérifier. Mais je crois qu'on avait dit 15 nœuds. Alors, configuration du vol, la météo. Bah, c'est bien ça, on a vent de 15 nœuds. Si on prend la dérive maximale, alors on va prendre une vitesse propre autour de 120 nœuds avec un facteur de base de 0,5. Ça nous fait à peu près 7 degrés et demi, 0,5 fois la vitesse du vent. Voilà, ça fait à peu près. On va prendre on va dire 8 degrés. On va prendre 8 degrés de dérive maximale. Et nous, on va être un peu entre le deuxième et le troisième secteur, donc il faudrait prendre entre 2 tiers et la totalité de notre dérive maximale. Bon, c'est vrai que là c'est une cote un peu mal taillée, parce que 2 tiers de 8, ça fait à peu près dans les 6-7, quoi. On est à peu près à 6. Donc on va corriger, on va dire de 7 degrés. On va estimer par cette méthode environ 7 degrés. Alors on va voir ce que ça donne par le calcul sur E6BX. On a une course qu'on va fixer au 280. On va prendre une vitesse ici propre de 120 nœuds. La direction du vent, on a dit que c'était le 220. Et une vitesse de 15. Et vous voyez que là, ça nous dit moins 6. Donc, on va prendre le calcul. Alors, on va prendre moins 6 degrés, on va respecter le calcul. Mais vous voyez que nous, on avait dit à peu près, un peu entre deux. Moi, j'avais estimé à 7 degrés de correction. Voilà. Il va donc falloir corriger, puisque le vent vient de la gauche, il va falloir corriger de 6 degrés à gauche, c'est-à-dire moins 6 degrés. Donc, ce que nous allons faire, on va garder cette valeur de moins 6 degrés qui est obtenue par le calcul qu'on va considérer comme plus précise. On va décoller tranquillement. Et puis on va voler vers notre balise. Alors vous voyez que là déjà on capte quelque chose. Alors pour des raisons pratiques, j'ai coupé le son, mais on va le rétablir à l'intérieur. Toc. J'ai réglé bien sûr la fréquence. 375. Voilà, j'entends rien. On va couper le BFO. Est-ce que j'ai bien réglé ma fréquence? Ça c'est le truc ballot. Oui, pourtant. Alors j'ai pas mis l'ADF ici. Voilà, c'est pour ça que j'entends pas. Bon, capte. Point, 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 trait, trait, trait. Point, 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 trait, trait, trait. Alors, je n'ai pas ici l'indicatif, mais je dois l'avoir sur Little Nav Map, je pense.
voilà, ici. Point, 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 trait, trait, trait. Hein. Donc c'est bien notre balise. D'accord. On va couper ici le signal ADF parce qu'il va nous casser les oreilles. Et je vais couper également le son ici parce qu'il y a un sifflement très désagréable à l'enregistrement. On va décoller. On va voler à 3000 pieds. On va le monter autour de 1000 pieds. Et ensuite, on ira chercher un autre balise. Voilà. D'accord. On va se mettre assez rapidement en pilote automatique. Hein, et puis ensuite, on va y aller. Alors à 15 nœuds de vent, hein, ça commence à être notable, hein, comme on commence à le ressentir hein, au pilotage. Quand vous avez 15 nœuds de travers, alors on l'aura pas toujours de travers, hein, mais c'est vrai que si vous l'avez vraiment en plein de travers, ça commence à être assez désagréable. Voilà. Vous voyez que c'est une piste ici qui est en gravier plus ou moins, hein, c'est pas une piste en dur, c'est une piste un peu mal fichue. Voilà. On va engager ici notre pilote assez rapidement. Hop, en VS, on va le monter à 0,8, donc à 800 pieds minute. On relâche les commandes. On va pouvoir rentrer les volets. Allez, on va pas trop traîner. La pompe à carburant, je l'avais laissé couper, j'aurais dû l'allumer, c'est pas bien grave. Voilà, j'ai allumé les pitot parce que la température, elle va baisser un peu. Hein, et on va le laisser monter comme ça autour de 1000 pieds. Et ensuite, on va aller chercher notre cap. Alors, vous voyez que là, on a un décalage d'environ 16 degrés à droite. Hein, donc, on va tourner de 16 degrés à droite. Pensez toujours à bien caler ici votre directionnel hein, sur le compas magnétique. Bon, attention parce que vous avez quand même hein, du relief hein, à droite. Hein, vous voyez, vous avez des falaises, vous avez du relief. Hein. Donc il faut quand même, voilà, il faut bien le laisser monter un peu avant de tourner. Hein. Voilà. Donc on a dit 16 degrés à droite, à peu près. Et ce qui va nous intéresser maintenant, hein, c'est d'aller centrer dans un premier temps notre aiguille. J'ai pas compté j'ai pas compté mes degrés là. On va le faire visuellement. Et donc on a dit qu'on corrigeait de moins 6 degrés. Hein. Donc là l'aiguille, on va remettre 1 ou 2 degrés à... On va centrer. Alors là on est dans le brouillard, hein, c'est assez désagréable. Voilà, donc l'aiguille est centrée, on va donc mettre 6 degrés à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va voler comme ça. Donc notre aiguille ici, elle va se décoller, hein, se décaler, pardon. On a décollé, mais l'aiguille se décale. Elle va rester à peu près 6 degrés à notre droite, hein, donc ce qui est normal, et on va essayer de conserver cet écart, à peu près. Sensiblement. On peut aller regarder sur Little Navmap ce que ça donne. On est là. On peut très bien s'amuser à tirer ici voilà, une ligne comme ça, hein, un QDR entre notre avion et la balise pour voir hein, ce que ça donne. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de surveiller ici le récepteur ADF, hein, c'est de surveiller l'aiguille. Vous voyez qu'au niveau de l'altitude, on arrive à 3000 pieds. Voilà, donc on va pas tarder à le stabiliser. Et on va voler comme ça à 3000. Donc, ici, je mets le chrono à 0. Voilà. On va réduire un peu nos gaz. Hein, pour rester autour de 2300 tours. On va le laisser se stabiliser. Et on surveille notre aiguille. J'ai l'impression que notre aiguille... J'ai l'impression que l'écart a tendance à diminuer un petit peu. Hein. Donc, si l'écart diminue, c'est que la correction est peut-être insuffisante. On va mettre
1 degré de correction en plus à gauche. Ce que peut-être nous confirme d'ailleurs Little Navmap. Alors je vous rappelle quand même que le système ADF, il est relativement imprécis, puisqu'on a une précision de l'ordre à peu près plus ou moins 4-5 degrés. Donc c'est pas hyper fiable. Malheureusement, on ne pourra pas, on pourra pas s'y fier à 100%, mais on va regarder un petit peu la qualité de notre navigation et voir si finalement on arrive ici bien à peu près à la verticale de notre balise ou pas, ou si on est vraiment très décalé. Little Navmap ici n'est pas utilisé pour corriger, on ne corrigera pas, même si on voit qu'on s'écarte, tant pis. Ce qui va vraiment nous servir d'indicateur, c'est ce récepteur ADF ici, où on va maintenir 6 degrés à peu près, un peu plus de 6 degrés, autour de 6-7 degrés d'écart. Voilà, on va donc surveiller que cet écart reste constant. S'il se resserre, on accentuera la dérive. Si au contraire cet écart s'agrandit, on réduira notre correction. Donc on verra comment ça évolue. Je vous rappelle qu'on a dit on a une vitesse à peu près de l'ordre de, on va dire 110 nœuds à peu près avec le Cessna. On va approximer, ça va nous faire un facteur de base d'un demi, à peu près 0,5. Et comme on a 38 nautiques, ça va nous faire à peu près 38 divisé par 2 en fait. Ça va faire à peu près moins de 20 minutes de vol, entre 15 et 20 minutes de vol. Donc là j'ai enclenché le chrono un petit peu en retard d'ailleurs. Voilà, à partir d'un quart d'heure, on devrait commencer à avoir notre objectif en vue. Alors, je vous rappelle que notre objectif, c'est cette petite île. Voilà. Et notre balise, elle est ici, sur cette espèce de langue de terre, complètement au sud. Voilà. Ici, on a un terrain qui peut être un bon repère visuel. Mais de toute façon, cette île qui est au sud des côtes islandaises est un bon repère. De même, vous voyez qu'on va caboter en quelque sorte. On va rester ici à proximité. On va rester à vue des côtes islandaises. On va remettre un petit degré de correction. J'ai l'impression que l'écart se réduit un peu. On va mettre un petit degré de correction à gauche. Donc vous voyez que on n'est pas non plus sur quelque chose d'hyper précis. Alors en simulation, on peut avoir des variations assez nettes, parfois en vol, et dans la réalité également. Vous voyez que là le vent il vient du 210. On était parti sur une hypothèse ici avec un vent qui vient du 220. On a donc 10 degrés d'écart. Et on a un vent ici qui est autour de 15 nœuds pour l'instant, à peu près 14-15 nœuds, donc ça se maintient. Mais vous allez voir que ce vent peut évoluer au fil du vol. Alors surtout quand vous êtes en météo réelle. Là je vous rappelle qu'on s'est quand même mis une météo qu'on a fait nous-mêmes. On s'est imposé une météo, mais si vous êtes en météo réelle, le vent peut changer très très vite. Et parfois brutalement, parce qu'en fait, alors ce qu'il faut savoir, la météo, le simulateur, en tout cas X-Plane fonctionne comme ça, il va la chercher sur un site de la NOAA, je crois. Il y a différents sites sur lesquels il peut aller chercher la météo. Et il actualise la météo, alors ça peut être, ça vous pouvez le paramétrer, toutes les 15 minutes, toutes les demi-heures, etc. Alors, en fait, il faut savoir qu'en une demi-heure de temps, par exemple, si vous mettez une mise à jour de la météo toutes les 30 minutes, en 30 minutes, la météo peut évoluer. Donc vous allez avoir une météo qui va évoluer d'un coup.
hein. Lors de la mise à jour, si par exemple le vent de 10 nœuds il passe à 15, vous allez avoir d'un coup un espèce de... comme un à-coup en quelque sorte, hein, dans votre météo. Vous avez d'un coup des nuages par exemple, ou le vent qui va changer de force ou de direction. Vous pouvez avoir des précipitations qui apparaissent comme ça très soudainement. C'est dû à ça. Peut-être que vous avez remarqué ça en météo réelle. Ça vient tout simplement du fait que votre simulateur met à jour sa météo, et comme la météo change, voilà, ce changement il est brutal. C'est pas un changement graduel comme dans la réalité. Donc c'est assez capricieux. Alors c'est vrai qu'afficher ce petit indicateur là en incrustation, ça peut quand même être très utile. On perd un peu en réalisme, c'est vrai. Alors vous noterez également que voilà, bon là on est parti sur une météo parfaitement définie, puisque nous l'avons définie nous-mêmes. Il y a quand même une situation qu'on n'a pas abordée, et ça va être l'objet de la vidéo suivante, si vous tenez jusque-là. C'est le cas où justement vous n'avez pas d'information sur le vent. Cette information parce que la météo par exemple change d'un coup, et vous avez une météo improvisée, parce que vous avez peut-être dû changer votre plan de vol, vous avez dû changer de cap pour une raison quelconque, ou de niveau de vol. Vous êtes passé, par exemple là on est à 3000, imaginons que vous ayez des précipitations, peut-être un risque de précipitation verglaçante avec des conditions givrantes, vous décidez de passer au-dessus, vous décidez de monter par exemple à 8000 pieds, il y a de fortes chances pour que le temps que vous allez rencontrer à 8000 pieds soit assez différent de celui que vous avez à 3000. Et là, tous vos beaux calculs tombent à l'eau. Vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas prévoir. Il faudra improviser. Notre écart a l'air pas mal, il a l'air de se maintenir. Alors, dans ce cas de figure, en fait, vous ne pourrez pas corriger à l'avance. Il va falloir improviser, il va falloir corriger au coup par coup. Et là, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué. Les choses se compliquent. Alors, grosso modo, il y a une technique qu'on verra, je ne vous en dis pas plus, mais sachez que ce cas de figure, bien sûr, nous allons l'envisager, le traiter, et on essaiera de le faire en vol, dans un vol réel. Et vous verrez que c'est encore plus imprécis et encore plus compliqué. Ça demande beaucoup plus d'expérience. Vous pouvez vous entraîner, bien sûr, à ça. Maintenant, c'est vrai que ça demande quand même de maîtriser un peu les techniques de base avant de s'attaquer à ce type de configuration. Voilà, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai essayé de faire des tutoriels très progressifs sur ce sujet. Au demeurant, ça vous sera utile également si vous voulez naviguer avec des balises VOR par exemple, ces techniques peuvent vous être utiles. Toutes ces notions sur la dérive vous seront toujours utiles, quelle que soit la façon dont vous naviguez. Vous voyez que là, ça va faire à peu près 9 minutes qu'on vole. Donc on a dû parcourir à peu près la moitié de la distance, environ, à la louche. Bon là, bof, ouais. Il y a peut-être eu un léger... on pourra peut-être rajouter un petit degré de correction. Alors, il y a peut-être aussi un peu de dérèglement du directionnel. C'est vrai que le directionnel, c'était peut-être... Bon, je vais remettre un degré à droite. Je vais revenir à la situation antérieure parce que là, mon directionnel avait commencé à bouger un petit peu. C'est peut-être ça qui pose problème. C'est vrai qu'avec le Cessna, on a un directionnel qui est libre, donc il faut le recaler très régulièrement. Et en 10 minutes, il peut effectivement commencer à glisser. On va jeter un petit coup d'œil. Vous voyez que là, on est un petit peu au nord de notre QDR, mais on n'est pas si mal que ça quand même. On n'est pas si mal que ça. C'est bien sûr à rapprocher de la précision de l'ADF. L'ADF n'est pas non plus d'une précision absolue. Loin de là.
On voit d'ailleurs, hein, quand on grossit un peu, vous voyez que là, on vole en crabe. Hein. Vous voyez que là, notre avion, le cap, il est à gauche, hein, et le track, il est à droite. Hein. Là, on voit bien qu'on vole de travers, qu'on vole un petit peu en crabe. Alors, il y a quelques degrés d'écart, hein. C'est pas énorme, mais là, on le voit bien. On va remettre un petit degré quand même de correction à gauche, même 2 degrés. Il vaut mieux corriger un peu fort. Il vaut mieux corriger un peu fort que trop faible. Bien que là, l'écart soit minime. Hein. Donc, faut pas non plus... quand on a un écart comme ça minime, il ne faut pas non plus corriger 30 degrés. Mais il vaut mieux des fois de corriger 2-3 degrés d'un coup, là où on serait peut-être tenté de corriger que d'1 degré. Quitte... Alors vous voyez que là, bien sûr, hein, notre aiguille, elle a, voilà, hein, elle a obliqué évidemment de 2-3 degrés aussi, mais on va regarder, hein, on va regarder comment elle se comporte. L'idée, hein, c'est toujours de garder cette aiguille immobile. Hein, sa déviation ici doit rester immobile, elle ne doit pas bouger. On va arriver autour de 13 minutes de vol. On a dû faire environ les 2 tiers. Ce que nous confirme, hein, à peu près ici la carte. Donc il doit nous rester environ 5 minutes de vol. Voilà, 5 minutes de vol. On devrait voir... Alors c'est vrai que la visibilité n'est pas géniale, mais vous voyez qu'on distingue, hein, les côtes islandaises ici. Donc vous voyez que la correction, hein, que vous calculez, c'est pas forcément celle qu'il faudra appliquer en vol réel. Hein, c'est quand même assez aléatoire. Vous voyez que quand je vous disais la précision, on s'en fout, hein, ça a peut-être étonné certains. Bah, en fait, on voit bien qu'ici, hein, la précision n'est pas d'une grande utilité. Il y a trop de paramètres fluctuants pour pouvoir être affirmatif, hein, quand on fait un calcul comme ça très précis. La réalité est souvent très différente. Vous voyez que là, on commence à distinguer quelque chose. Hein. Ce quelque chose, c'est notre objectif. Hein. Vous avez ici une île, vous avez un prolongement ici, vraisemblablement où se trouve la balise, et là vous avez un rocher, hein, une espèce de petit roc. C'est ce que vous voyez ici en fait. Hein. Ce petit rocher qui est situé un peu au sud là, hein, de notre île, et vous avez cette espèce de prolongement là, cette espèce de langue de terre avec la balise. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez ? Donc notre balise, elle est là. Alors on vole pas tout à fait dessus, j'ai l'impression, mais bon, on va peut-être passer un peu au sud. Ici, notre écart, il a l'air grosso modo de se maintenir. Donc on ne va pas toucher à la correction. De toute façon, il faut savoir que plus on se rapproche de la balise, moins il faudra corriger. Alors, il y a un moment où même si l'aiguille... Alors vous voyez que là on est à peu près, on a plus de 15 minutes de vol, hein, j'avais dit entre à peu près moins de 20 minutes. Là il commence, on commence à arriver à proximité de la balise, et en général, bon, même si notre aiguille est peut-être pas parfaitement alignée, il vaut mieux ne pas trop corriger, quitte à passer un peu à gauche, un peu à droite, c'est pas bien grave, hein, mais tant pis. Hein. De toute façon, encore une fois, on est rarement pile à la verticale. Après, c'est un peu une question de chance. Alors, on va regarder ce que nous dit Little Navmap. Little Navmap, il nous dit que bon, on n'est pas si mal.
on n'est pas si mal. Notre aiguille, elle n'a plus tellement l'air de bouger. Hein. Depuis la dernière correction, j'ai l'impression qu'elle est immobile. Donc peut-être qu'effectivement, on aurait trouvé ici la correction qui corrige assez bien la dérive, qui n'était pas celle prévue. Elle est plus forte que celle qui était prévue initialement. Bah, j'ai l'impression qu'on va passer quasi à la verticale, donc bon, finalement on s'en sort pas mal. On peut afficher également la carte de Explain. Notre balise elle est là, Victor Mike. Ouais, on va passer sensiblement à la verticale. Donc notre correction ici, bon bah elle est pas mal. Vous voyez donc que l'idée, toujours, c'est de garder cette aiguille fixe, qu'elle ne bouge pas, c'est de la fixer. Fixer l'aiguille. Alors là on arrive vraiment à proximité de la balise. L'aiguille forcément va bouger. On ne corrige surtout plus maintenant, on est beaucoup trop près de la balise pour pouvoir corriger. On arrive à peu près dans ce cône d'incertitude à la verticale de la balise, enfin à peu près dans la zone verticale de la balise. Et vous allez voir que l'aiguille ici vraisemblablement elle va glisser, je pense peut-être vers la droite, et elle va s'inverser. Donc pour l'instant on est encore dans la zone QDM, nous sommes encore en rapprochement, et vous allez voir que la bascule va s'effectuer assez rapidement, et nous allons donc passer en éloignement, c'est-à-dire dans la zone des QDR. Voilà, vous voyez que notre balise elle est quelque part ici, et on est légèrement à gauche. Là franchement, ouais, on va passer légèrement à gauche. Voilà. Bon, c'est tout à fait acceptable. Vous voyez que là l'aiguille elle commence à s'éloigner, elle commence à glisser légèrement vers la droite. Ça devrait plus tarder à basculer. Vous voyez que... Alors attendez, on va regarder notre aiguille. Voilà, elle bascule, ça y est, on va passer en QD, dans les QDR. Hop là. Voilà, on passe en éloignement. Et vous regardez que visuellement... Hop, hop. Voilà, on est passer sensiblement à la verticale, et vous remarquez ici le terrain, notre fameux terrain, voilà, qui se situe juste là. On vient de passer en fait à l'aplomb de ce terrain. Voilà, on va pouvoir continuer notre vol comme ça. Et donc notre aiguille va se stabiliser maintenant en éloignement. Voilà. Si on regarde sur Little Navmap, vous voyez qu'on est passé très près. C'est très près. Voilà. Donc pour vous dire, on va rester là-dessus, c'est pas la peine de prolonger le vol plus longtemps, mais pour vous dire que ce que vous calculez, même quand vous fixez votre météo, la dérive que vous calculez, c'est un ordre de grandeur. Il faudra toujours l'affiner ensuite en fonction de ce que vous diront les instruments. L'essentiel, c'est de comprendre le principe. Et ensuite, d'improviser en fonction de la situation que vous allez rencontrer. En ce qui concerne donc la situation où vous n'avez pas du tout d'informations sur le vent, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Je vous montrerai comment faire, comment essayer de faire du moins, parce que là aussi on est quand même dans quelque chose d'assez empirique. Et on parlera également sur l'interception des QDM, parce que pour l'instant on s'est contenté de voler un peu au pif vers une balise en disant voilà, la balise elle est dans cette direction là, je vais y aller. Voilà, donc là on va vraiment chercher à intercepter un QDR particulier, un QDM particulier. Voilà. Vous remarquez quand même que notre trajectoire elle est globalement
plutôt pas mauvaise. On est, voilà, hein, compte tenu de la précision, hein, du mode de navigation, on est quand même resté collé assez proche, hein, ici de ce QDM. Voilà, donc si vous voulez vous exercer, vous savez maintenant comment il faut faire. Ne vous imposez pas avec en tout cas un Cessna des vents trop forts parce que ça va vite devenir assez désagréable. Des vents de 15 nœuds, c'est pas mal, hein. Jusqu'à 20 nœuds, après au-delà, c'est franchement désagréable. Je vais vous laisser sur cette belle image ici, hein. On peut être assez fier de notre résultat. Je vous remercie pour votre fidélité et votre immense attention. Et je vous dis donc à très bientôt pour un troisième volet, hein, consacré à la navigation à l'aide de ces balises NDB. Je vous remercie.